J'ai eu la chance de vivre une grossesse sans encombre. Aucun petit mot à l'horizon, une situation personnelle stable, un corps et un bébé en pleine forme et beaucoup d'amour autour de moi. Il n'y a qu'une chose que j'ai vraiment détestée, la rééducation du périnée. Avant de tomber enceinte, j'étais très consciente de mon périnée. J'avais déjà fait plusieurs ateliers, suivi des conférences, étudié l'anatomie de cet organe. Puis j'ai eu un accouchement complètement physiologique sans la moindre déchirure. Je me disais donc naïvement que mon périnée serait au top après mon accouchement, mais non. J'ai ressenti pas mal de lourdeur, des fuites urinaires sont apparues. Donc j'ai fait mon rendez-vous de sage-femme à 8 semaines postpartum et mon pauvre petit périnée s'est vu attribuer une note de 2 sur 5 et prescrire une dizaine de séances. Je faisais des kilomètres de voiture pour aller contracter mon périnée 20 minutes, subir un toucher vaginal alors que j'avais juste envie qu'on laisse mon corps tranquille, et jongler entre mon fameux périnée et mon bébé qui pleurait dans la poussette tout le long du rendez-vous. L'enfer. Je pensais pas, mais c'est devenu une charge mentale énorme et une source de stress. J'appréhendais dès le samedi matin de devoir y aller le lundi suivant. Ça m'a déprimée, obsédée. Ça peut sembler complètement extrême, mais dans le tourbillon d'émotions du postpartum, sentir mon corps défaillant après avoir fait quelque chose d'aussi dingue que donner la vie, c'était complètement insupportable. Alors j'ai décidé de tout arrêter, de reprendre plus tard, et de demander conseil à ma copine Clara, spécialiste du périnée. En 2 messages, elle a ciblé le problème, elle m'a donné un petit exercice à réaliser, et peu de temps après, c'était réglé. J'ai alors réalisé que toutes les rééducations ne se valent pas et qu'elle avait sans aucun doute des conseils à partager pour prendre soin de son périnée avant, pendant et après la grossesse afin de limiter les dégâts. Bonjour Clara. Salut. Bienvenue au micro d'Elsie Mama. Pour débuter cet épisode, est-ce que peut-être tu veux bien te présenter en quelques mots? Je veux bien. Dis-moi tout. Du coup, moi, je suis kiné depuis plus de 12 ans maintenant et je suis thérapeute manuelle spécialisée dans les fascias et dans le périnée. Ouais. En fait, c'est vrai que absolument rien au début me prédisposait à devenir déjà kiné et alors spécialisée dans le périnée encore moins. Et en fait, tout le monde te dira dans mon entourage que j'avais toujours dit que j'avais pas fait kiné pour être gynéco. Je comprenais vraiment pas cette lubie. Oui, je suis convaincue d'une chose, c'est que la vie a énormément d'humour et en fait, elle s'est occupée de mon cas. Elle s'est dit genre ah ouais. Et donc, j'ai glissé sur les fesses en randonnée, mais alors bien comme il faut, je me suis fissurée et luxé le coccyx. Et je pense que chacun sait ici que une fissure et luxation du coccyx, c'est la pire douleur du monde. Et donc, espérer s'asseoir sans bouée, c'est juste pas possible. Et Donc, surtout, ça dure longtemps cette histoire c'est de... hyper long, c'est hyper long. Si on trouve pas de solution, purée. c'est hyper long. Donc du coup, pendant des semaines, si ce n'est des mois, en fait, j'ai essayé de trouver des solutions en externe pour le remettre en place et bon, j'ai bien compris que ça m'avait soulagée, mais c'était pas encore ça. Donc j'ai décidé d'aller consulter un ostéopathe pour qu'il me le remette en interne et là, j'ai vraiment eu le sentiment de perdre 10 kilos, mais physique et émotionnel. Vraiment un bien-être de dingue et à partir de ce moment-là, je me suis dit, en fait, cette zone, personne ne la connaît. Enfin, en tout cas, Mm. moi, je la connaissais pas à ce moment-là. Ça faisait 7 ans que j'étais kiné et 30 ans que j'étais une nana. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, va te renseigner, quoi. Et ça m'a pris quand même pas mal de temps à trouver la formation que j'allais suivre parce que j'ai découvert qu'en France, il est possible, alors je dis bien possible, mais de se former au bout de 10 heures de e-learning sur le périnée. Ah ouais. Et là, je me suis dit, mais à quoi ressemble la première consultation avec une patiente? Je pense que finalement, on est plus mal à l'aise que la personne qui est sur la table. Et plusieurs fois, on m'avait parlé d'une formation en Belgique, de 2 ans cette fois. Donc déjà, c'était beaucoup mieux. Et même si finalement, de faire les allers-retours Bordeaux-Belgique, c'était pas hyper évident, en fait, elle était hyper réputée pour justement être une formation qui est à l'image des études de kiné. Donc on pratique les unes sur les autres. C'est Oui, ça sûr brise qu'on la glace dès le début, quoi. alors, on passe un degré d'intimité qui est ultra Ouais. élevé, mais au moins on sent sur soi ce qui se passe et sur l'autre aussi. Euh, donc là, strictement rien à voir. Et en fait, c'est suite à ces 2 années de formation que j'ai pris conscience, enfin c'est là-bas qu'on nous apprend ça, que la majorité des problématiques dans le périnée est ou sont uniquement liées au fait qu'on n'y connaît rien en fait. Donc là, on parle quand même de fuite urinaire et de descente d'organes. Enfin, moi, je trouve ça assez dingue. Et c'est suite à ça que j'ai décidé de mettre en place des ateliers pour prévenir les femmes suffisamment tôt et éviter que ça n'arrive en fait à un maximum d'entre elles, quoi. Ouais. Donc voilà, dans l'idée, c'était ça. Et d'ailleurs, j'ai suivi un de tes ateliers. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de chanteuses qui étaient là, Oui, qui utilisent leur périnée oui. tout le temps. Les chanteuses d'opéra, Ouais. je les évoquerai normalement tout à l'heure. Il y a eu un petit pépin, un petit accident à un moment. C'est vrai. Mm. Ok, bon, garde-nous le suspense. Je disais tout à l'heure, donc tu es l'une des spécialistes du périnée. Tu partages un contenu très instructif et démocratisé sur Instagram pour justement, je comprends bien ta mission de faire connaître le périnée un peu plus largement, parce qu'en fait, on le connaît très peu.
Ton idée, c'est aussi de lever le tabou. Et d'ailleurs, tu es déjà venu au micro d'Healthy Living, mon premier podcast, pour parler du sujet. Peut-être que pour les personnes qui n'auraient pas déjà entendu cet épisode, tu peux planter un peu le décor, expliquer ce que c'est, in fine, le périnée, parce que je pense d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas le situer, beaucoup d'hommes qui pensent ne pas avoir de périnée. Fais-nous un peu le tour du propriétaire. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas aborder le périnée sans parler de caisson abdominal, en fait. D'accord. Notre ventre, c'est un ballon de baudruche qui est délimité par différents muscles. On a en haut le diaphragme, derrière, sur les côtés et devant, on a les abdos, et en bas, on a le périnée, en fait. Et on peut pas les isoler les uns des autres, ils fonctionnent tous strictement ensemble. Ouais. Et c'est là où, finalement, la rééducation peut venir à pêcher, ce qui a pu être ton cas. Ouais. On le verra un peu plus par la suite, mais... Finalement, le périnée, c'est la porte de ce caisson-là, en fait. Et le périnée, pour le situer, ça commence au niveau du pubis devant, du coccyx qu'il y a derrière, et sur les deux os des fesses, les deux os sur lesquels on s'assied, les ischions. Donc, en fait, on est vraiment très loin de la lingette à laquelle on peut penser, quoi. Oui. C'est vraiment un hamac, quoi. C'est qui hyper soutient, grand. Ouais, on prend souvent l'image de hamac, ouais. Mais ça a une forme de losange et ça soutient, du coup, les organes à l'intérieur, quoi. En tout cas, il faut avoir en tête qu'en effet, c'est assez répandu. Oui. C'est un maillage de muscles, c'est ça ? Alors, oui, Non. ça on l'abordera aussi tout à l'heure, mais dans l'idée, c'est que le périnée, c'est un ensemble de muscles. On en a en moyenne 15. Ouais. Donc, c'est vrai que quand on dit le périnée, souvent on se dit un muscle. Bah, c'est pour ça que je et te en pose fait, la non, question. il y en a beaucoup plus. Et souvent, on parle du périnée comme un muscle, mais c'est un peu... Il y a méprise dans le sens où il y a 70% du périnée, c'est des fascias, en fait. Donc, et pour l'essentiel, on ne peut pas le contrôler volontairement, en fait. Ok, alors explique-nous ce que c'est les fascias, justement. C'était ma ok. question d'après, mais je pense qu'il faut que tu définisses aussi le terme des Oui, c'est fascias. vrai, parce que sinon, ça ne parle pas bien. Alors, c'est vrai que depuis que j'ai découvert l'existence des fascias, je suis devenue complètement gaga de ce truc qui ressemble à rien. Ouais. Déjà, pour l'image, tu en parles souvent comme quand on mange une orange ou une clémentine, c'est tous les petits filaments blancs. Et alors moi, je peux plus manger ce fruit-là sans penser à toi. c'est là aussi. Ouais, je dirais tous les fascias de la clémentine. Alors, en soi, c'est pas vraiment du fascia, parce qu'à partir du moment où c'est végétal, il n'y a plus de collagène, donc c'est plus du fascia. Mais c'est l'image qui parle le mieux pour ça. Donc, du coup, le fascia... l'image qui parle le mieux pour parler de lui, c'est quand on enlève la peau du poulet, c'est la fine membrane translucide. D'accord. Donc ça, c'est du fascia. Et sinon, c'est justement cette image que j'utilise souvent, c'est le pamplemousse. Donc, en gros, tout ce qui est blanc dans le pamplemousse, donc on a la couche sous la peau, les cloisons des quartiers, les enveloppes de chaque pulpe, ça, c'est l'équivalent de tout ce qui est blanc dans le corps. Et donc, ça permet vraiment de relier, enfin, il y en a strictement partout, il y en a du sommet de ta tête jusqu'à tes orteils, et de ta peau jusqu'à l'intérieur des cellules. Donc, ça crée de toi une énorme éponge dans laquelle il y a tout. Donc, les nerfs, les vaisseaux, système lymphatique, système immunitaire, les organes, les muscles, tout le monde se trouve là-dedans. Ouais, ça les enveloppe, en fait. Ça les enveloppe, ouais. Okay. Et en fait, finalement, les fascias, c'est les premiers trucs qui finissaient à la poubelle lors des dissections, en fait. Ces petites membranes qui étaient blanches et collantes et qui empêchaient les anatomistes d'observer les organes qu'ils voulaient étudier, c'était ce truc-là. Et à partir du moment où on s'est rendu compte que ça faisait quand même 20 kilos et que finalement, c'est l'organe le plus grand du corps, et qu'à l'image du pamplemousse, si tu enlèves tout ce qui est blanc dans le pamplemousse, c'était du jus de pamplemousse, en fait. Oui, il n'y a rien qui tient. Il n'y a rien qui tient. Donc, sans les fascias, on finit par être une flaque de cellules. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que, finalement, les fascias, ils font l'objet des plus grandes études, en fait. Mais c'est récent, il me semble. C'est entre 30 et 20 ans où vraiment on se repositionne là-dessus. Et j'adore parler de ce médecin, de ce chirurgien. Jean-Claude Guimberteau, en fait, c'est un chirurgien de la main français qui s'est dit, mais attendez, juste personne ne s'est jamais arrêté sur le fait qu'en fait, on étudie les mécanismes du vivant, mais sur un mort. Et j'étais là, ah oui. Parce que ça sèche les fascias quand on décède. En fait, la plupart du composant, enfin le composant principal du fascia, c'est de l'eau, en fait. Et ouais, c'est ça. Donc en fait, une fois que tu décèdes, il n'y a plus rien. C'est pour ça que ça devient un truc hyper rêche. Et du coup, dans les fascias, tu disais qu'il y a de l'eau. Tu parlais de collagène aussi tout à l'heure. De quoi c'est composé ? Alors, le fascia, c'est composé... Alors, j'adore décrire le fascia comme ça. C'est hyper simple, en fait. Le fascia, c'est constitué de petites cellules que je compare souvent à des ouvriers du bâtiment. Ok. Et ces petits ouvriers, ils baignent dans une piscine d'eau qui est gélifiée. Alors, il faut bien écouter les termes que je vais utiliser. L'eau, elle est gélifiée parce qu'il y a de l'acide hyaluronique dedans. En fait, il faut savoir que l'acide hyaluronique, c'est une molécule qui ressemble beaucoup, du coup, ça va te parler, comment on appelle ça, les petites brosses pour nettoyer les biberons. Ouais. Et en fait, chaque branche permet de capter plusieurs molécules d'eau. Et donc, une molécule d'acide hyaluronique permet de capter 100 molécules d'eau.
C'est Wow. pour ça qu'on a tendance à dire, ok, si tu prends de l'acide hyaluronique, tu vas te repimper comme un abricot, quoi. Ouais. Donc voilà, dans l'idée, Si c'est t'en ça. prends en complémentation, tu veux dire. Parce qu'on est d'accord que par la peau, ça rentre pas. Par la peau, ça rentre pas, mais même ouais, Même en complémentation, c'est pas. Globalement, vaut mieux aider ton corps à À en le produire Bah, bien sûr. lui-même. Comme le clairement, collagène, de toute façon. Clairement, Hein. clairement. Ok. Et donc, ces petits ouvriers du bâtiment, en fait, ils réagissent à la contrainte. Ils sont là pour produire davantage de fibres de collagène ou de fibres d'élastine suivant le besoin, en fait. Ouais. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas un seul gramme dans le corps qui ne sert à rien, mais pas un seul. C'est un peu horrible comme ça quand on sait que parfois on a un peu de doudou, de masse grasse dans les recoins, mais en fait, ces cellules, dès qu'il y a trop de contraintes, elles produisent davantage de fibres de collagène ou d'élastine pour renforcer le tissu et éviter qu'il casse, en fait. Ouais. Et à l'inverse, quand il y a moins de contraintes, il enlève la matière. Donc voilà, tout est... Et qu'est-ce que tu appelles contrainte? Notamment quand on apprend à faire de la corde à sauter, on est sur une bonne contrainte là. Une contrainte, ça peut être soit de la pression, soit de l'étirement. Oui, donc typiquement faire du sport, Ouais, ce genre de oui, choses. oui. Ouais. Et d'ailleurs, c'est une petite parenthèse, mais je pense que c'est toi qui m'avais parlé de ça, du fait qu'en fait, nos corps montrent... Enfin, quand tu regardes un corps, tu peux voir en fonction de sa forme où est-ce qu'il potentiellement il y a des douleurs, où il y a des choses qui posent problème. C'est grâce à ce phénomène-là? Moi, ce que j'arrive à observer sur un corps, c'est au travers de sa posture, là où il y a des restrictions. C'est-à-dire que D'accord. quelqu'un qui est syphosé, ça veut dire qu'il y a le fascia devant qui tire. Il est figé devant, donc il tire tout vers l'avant. Bon, après, on le parle. Donc potentiellement, il manque un peu de collagène et d'acide hyaluronique, etc. devant. C'est un peu ça l'idée? Là, c'est plus des adhérences. En fait, ok. on en parlera tout à l'heure, mais le fascia réagit à un choc en se crispant. Ouais. Et quand le choc, parfois, il est trop important, il reste figé au lieu de reprendre sa place, en fait. Ok. Donc, Oui, c'est pas un problème de production, c'est suite non. à un vécu Oui. dans le quotidien, quoi. C'est juste un maintien d'un stress localement. Ok. Et alors, du coup, dans le périnée, j'imagine qu'il y a, donc tu disais des muscles, mais aussi beaucoup de fascia. Et ce périnée, à quoi il sert? C'est quoi toutes ses fonctions? Parce qu'on comprend bien qu'il soutient du coup ton ballon de baudruche dont tu nous parlais. On en entend parler quand on accouche, donc après, pas quand on accouche, souvent après. C'est quoi ses fonctions à ce périnée? Alors, le périnée, il a énormément de fonctions. C'est vrai qu'on lui connaît de base. Donc, le fait de maintenir les organes du petit bassin à l'intérieur. Donc, on a la vessie, l'utérus et le rectum. Ouais. C'est aussi lui qui permet de garder les matières à l'intérieur. C'est quand même très cool de pouvoir avoir un quotidien et de pouvoir faire ce qu'on a à faire sans avoir à se faire dessus. Ouais. Mais oui, d'aller à la selle quand tu le décides, oui, c'est toi ou uriner quand tu le décides. Ouais. Donc du coup, il est là le truc, c'est que finalement, le périnée, il arrive à avoir deux fonctions complètement différentes, complètement contraires en fait. Donc c'est lui qui assure la continence, le fait de garder tout ça à l'intérieur, mais c'est lui qui permet aussi d'assurer l'exonération, donc d'évacuer ce qu'on a évacué, donc que ce soit les urines, les règles pour les matières bébés et le rectum. Et c'est lui aussi qui... Alors, il joue le rôle de socle, en fait. C'est vraiment un... c'est lui qui est le support du tronc qui est au-dessus, c'est lui qui permet l'impulsion de la jambe. Enfin, c'est pas pour rien que le périnée, il est en position centrale par rapport à ce qui se passe en bas et ce qui se passe en haut. Ouais. Donc, il a vraiment une position centrale dans le corps et c'est lui qui permet de développer la puissance musculaire du corps, en fait. Tu ne peux pas développer de la force si tu as un périnée faible, c'est impossible. Oui, c'est la structure, en fait. Ça aide à la structure du corps. Clairement. Tu as besoin d'un appui, en fait, pour développer de la force et l'appui, il est là, en fait. Je sais pas si tu as déjà vu passer ça, mais Bernadette de Gasquet, elle a coaché Teddy Riner et il paraît que depuis qu'il maîtrise son périnée, enfin bon, déjà il était excellent avant, mais depuis qu'il maîtrise son périnée, il a passé un cap au-dessus. Donc spoiler alerte, les mecs ont bien un périnée et il faut bien s'en occuper. Oui, clairement. Clairement. Ouais. Ensuite, le périnée fait partie des 5 pistons du corps. Donc, lui aussi, il assure en fait la libre circulation des fluides dans le corps. Donc, finalement, l'élimination des toxines aussi. Donc, on en a 5. Donc, il y en a un, c'est la voûte plantaire. Il y a le périnée, le diaphragme. Il y en a un au niveau du bas de la gorge et un au niveau de la tête. Ouais. Et donc, les 5, quand on respire, ils descendent, ils montent, ils descendent, ils montent. Et donc, c'est hyper important que les 5 aient une bonne amplitude pour justement aider les liquides à être brassés, à éliminer les toxines, quoi. Le périnée, c'est aussi notre baromètre interne. Et ça, tu l'as expérimenté un petit peu, parce que par l'intermédiaire de notre anus, qui est un des muscles de notre périnée, quand notre anus se contracte, bref, c'est un signal de survie pour le corps. Et donc, finalement, par l'intermédiaire de l'anus, le périnée, c'est notre météo intérieur, en fait. Ouais.
Si tant est qu'on arrive à le sentir et à Oui, s'y connecter. oui. Et là, c'est un autre sujet. Mais du coup, en fait, suivant l'état de tension de notre périnée, on va pouvoir développer des migraines, des angoisses, des problèmes de dos, des problèmes de digestion, des jambes lourdes, tout ça. Enfin, un Ouais. périnée qui va pas bien, juste, c'est la cata pour le reste du corps. Toujours dans l'optique que il a une position centrale, donc en fait, si lui va pas bien, tout le reste du système est impacté. Et on a oublié quand même un élément important, c'est-à-dire que c'est aussi lui qui permet les échanges. Et de par les échanges, on pense surtout qu'en fait, le périnée, c'est lui qui est susceptible de nous donner l'un des plus grands plaisirs de ce monde-là, c'est la sexualité. Ouais. Donc voilà, c'est une fonction supplémentaire qu'il a. Ouais, c'est vrai que ça fait partie aussi des échanges, carrément. Mm. Tu partages souvent un fait que je trouve assez dingue, qui me fait beaucoup rire. Nous sommes l'espèce la plus évoluée et nous avons besoin pour autant de réapprendre à faire caca, faire pipi, accoucher ou encore respirer, tellement on est déconnecté de notre corps. Ça me fait toujours rire quand t'en parles, mais c'est quand même assez pathétique au final. Comment ça se fait, selon toi, que la plupart des femmes, elles découvrent l'existence du périnée après une grossesse, au moment de faire la rééducation, après l'accouchement, et que, comme on le disait, la plupart des hommes ne savent même pas qu'ils en ont un. Pourquoi, à ton avis, on est complètement déconnecté de cette partie de notre corps? Alors, je sais pas si tu as déjà fait attention, mais en fait, la rééducation du périnée, elle existe qu'en Occident, en fait. Oui, il Que paraît dans, qu'il y a plein de pays où que dans c'est les pas du pays tout... riches, ah non. Ouais, Et donc, pour moi, aujourd'hui, je vois vraiment la rééducation du périnée comme un problème de riches. Enfin, la plupart du temps, dans les pays qui sont dits sous-développés, la femme qui vient d'accoucher, mais juste 1 heure après, elle reprend le travail. Et pour la plupart, il n'y a pas de sujet. Il y a pas, on n'évoque pas pour elle les problématiques de fuite urinaire ou de descente d'organes, en fait. ouais. C'est parce qu'elles ont une meilleure perception et conscience de leur périnée qu'on a, nous. Elles sont aussi bien plus actives qu'on peut l'être, nous, à être à peu près 8 heures par jour derrière un ordinateur à être assis. Et en plus, elles ont un accouchement qui est bien plus physiologique que le nôtre. Ouais. En Occident, je crois que l'accouchement n'a jamais été aussi médicalisé qu'aujourd'hui, et pourtant, il n'y a jamais eu autant de complications et il n'y a jamais eu autant de lésions au niveau du périnée, quoi. Mhm. Oui, alors même si on souhaite à aucune femme de retourner bosser 1 heure après son accouchement, Oui, ce que tu veux oui, dire, c'est qu'elles sont beaucoup plus connectées à cette partie de leur corps et que nous, peut-être notre quotidien un peu stressé nous a, tu penses, on est complètement complètement déconnecté. dissociés, Oui. quoi. Et ça s'explique hyper simplement par le fait que, ça je te l'avais expliqué pendant l'atelier, en fait un enfant entre 18 mois et 3 ans, il maîtrise mieux son périnée que nous toutes là. Ouais, Et en c'est fait, fou. ça, Alors qu'on se soucie des problèmes de continence de l'enfant qui doit apprendre à enlever sa couche pour aller à Ah. l'école et tout, alors qu'en fait, ils sont plus doués que nous à cette Ouais. époque-là, quoi. bien plus tôt. C'est fou. Et que du coup, c'est à partir de l'âge de 3 ans que là où tout commence à basculer en fait. Et il faut juste oublier le fait qu'un enfant, il fait ce qu'on dit, il fait juste ce qu'on fait. Donc il va commencer à observer ses parents qui commencent à faire un pipi de précaution avant de sortir ou avant d'aller se coucher, de pas s'asseoir sur les toilettes parce que c'est sale. Et donc là, il commence à intégrer tous les mécanismes finalement qui viennent à malmener le périnée au quotidien chez les parents, mais pour lui. Mhm. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là où ça commence à aller dans l'autre sens, quoi. Et, il commence à mettre en fait finalement son périnée à la cave. C'est une zone qui devient taboue. Et une chose essentielle à savoir, c'est que dans le corps, à partir du moment où tu n'utilises pas un organe pour ce pourquoi il a été conçu, Ouais. il devient forcément dysfonctionnel en fait. Ah ouais. Donc en fait, le périnée, à partir de l'âge de 3 ans, c'est comme si on l'effaçait de la carte mère. Et donc en fait, de retrouver une connexion entre ce qui se passe, enfin une info là-haut pour dire ok, il faut que ça se passe en bas, bah, on est Ah, complètement ça déconnecté en fonctionne plus. fait. Et bon, je pense que si on prend un peu de recul, si on demande à la plupart des mères aujourd'hui, je pense qu'elles ne savent pas que leurs hommes ont un périnée, hein. Donc comment les hommes eux-mêmes pourraient le savoir? Bah, c'est leur corps à eux quand même. Ils pourraient savoir, même si nous on sait pas. Mais non, c'est surtout qu'en fait le périnée est tellement vu sous l'angle de la grossesse et Oui, du et de postpartum Mais du qu'en coup, c'est fait, pour ça. En fait, finalement, le périnée, pour qu'on puisse y prêter attention, il faut un événement majeur ouais, comme c'est ça. l'accouchement pour se dire oh coucou, il est là. Bah ouais, c'est Donc dingue. ouais. Vu les fonctions centrales dont tu parlais, c'est dingue qu'on en soit déconnecté. J'imagine que le stress joue beaucoup aussi, comme tu disais que ça fonctionne notamment avec le diaphragme. Oui. On sait tellement plus respirer parce qu'on est stressé avec le diaphragme bloqué tout en haut des côtes que j'imagine le périnée est tout tendu aussi et on n'y pense même pas. Il y a plusieurs mécanismes qui rentrent là-dedans. C'est qu'à partir du moment où on devient stressé, on devient très matérialiste et très focusé.
Alors, en fait, dès qu'on est stressé, on rentre en mode survie. Donc, en fait, Ouais. s'inquiéter de notre périnée, c'est juste le dernier de nos soucis. Oui, c'est clair. On fait abstraction beaucoup du corps, d'ailleurs, dans ces moments-là. La Oui, tête est complètement déconnectée du reste clairement, du corps. clairement. Ouais. Et c'est pour ça qu'on développe des angoisses et tout ça, là. Ouais. Et ce qui peut jouer aussi sur le fait qu'on ne sente pas cette zone, c'est que, en fait, ce qui est facile pour le corps de percevoir, c'est le mouvement. Et déjà, le périnée, c'est une zone qu'on ne voit pas et qu'on ne sent pas. Enfin, et pour le peu qu'on vienne à stresser, donc ça on le verra tout à l'heure, mais quand on vient à stresser, ça serre notre anus, ça engage le périnée. Donc finalement, ce piston-là, au lieu d'avoir des grandes amplitudes, il finit par en avoir des plus petites. Et oui, il est Donc figé, du coup, quoi. voilà, et on le sent encore moins Ah ouais. à ce moment-là. Si on centre un peu plus sur la période de la grossesse, qu'est-ce qui se passe pour le périnée pendant la grossesse? Alors, durant la grossesse, ce qui est assez génial, c'est que le périnée de la future maman, il va vraiment démontrer à ce moment-là que l'idée qu'on pouvait avoir du périnée, comme quoi c'est euh, vraiment un organe qui est défaillant et bon, en fait, il va démontrer complètement l'inverse et à quel point c'est juste une merveille de technologie pour le corps, c'est juste assez dingue. C'est sans doute un détail, mais juste se rappeler que le corps, il a été juste strictement conçu, enfin le corps de la femme pour porter un enfant en fait. Donc, le périnée, il sait exactement ce qu'il a à faire pour assumer les transformations qui vont se passer à ce moment-là. Au fur et à mesure de la grossesse, donc le poids du bébé va augmenter et donc à terme, il va venir à représenter, il me semble, le poids d'une pastèque, ce qui est juste énorme. Donc finalement, il va y avoir de plus en plus de poids au niveau du périnée, mais surtout au niveau de l'avant du périnée. Et donc, il va juste falloir qu'il se tonifie davantage dans la partie avant pour qu'il puisse assumer ces contraintes-là. Et d'ailleurs, je ne sais pas trop si vous avez déjà vu ça, mais sur les réseaux, c'est assez drôle de voir certains hommes prendre un kangourou et mettre une pastèque dedans pour essayer de voir ce que ça donne Ouais. sur la posture et tout ça. Et en fait, ça Ouais. leur coupe les jambes, quoi. Ouais. Euh, Oui, ça va que ça se fait crescendo, mais c'est vrai qu'on en parlait dans un précédent épisode avec Amélie Tournès, Oui. qui est ostéopathe. En fait, le bassin bascule vers Oui, l'avant, et donc j'imagine énormément. que le périnée, lui aussi, il est obligé de se réajuster à ça, Oui. quoi. Et donc, du coup, c'est le deuxième point, justement, que le périnée, il est censé s'adapter donc, par rapport à cette bascule qui va être de plus en plus majorée et ce poids qui va aller de plus en plus vers l'avant. Mais il doit toujours remplir sa fonction qui est d'assumer de garder les organes à l'intérieur et les matières aussi. Donc c'est lui qui va devoir gérer le changement de posture et d'équilibre de la femme, quoi. Et ensuite, il y a aussi l'impact des hormones, dont a parlé Amélie aussi. Donc il y a un shot hormonal énorme et donc tous les tissus sont hyper sensibles aux hormones, notamment, donc là ça va être à la relaxine, Ouais. qui est sécrétée en masse et du coup qui va permettre au périnée de s'assouplir davantage et donc de se préparer à l'étape de fin qui est l'accouchement et donc techniquement sans avoir à se déchirer. Et la relaxine, elle va aussi aider aux différents ligaments qui restent des fascias à s'assouplir et donc ça va permettre au bassin de s'assouplir aussi et on extrapole un peu, mais globalement, il va changer de forme, en fait, quand même, le bassin, à terme, Ouais. avant l'accouchement. Donc voilà, tout a été strictement conçu pour que théoriquement, ça se passe au mieux. Le périnée, il est hyper efficient. J'aime vraiment pas entendre que ça soit la grossesse ou l'accouchement, ça crée des lésions. C'est vraiment pas le cas. Ça a été démontré aujourd'hui. On sait que ni la grossesse ni l'accouchement ne provoquent des lésions, c'est juste que ça révèle des problématiques qui étaient déjà cachées avant. Ouais, ça c'est important, c'est ce que tu dis souvent, c'est Mm. que c'est juste un révélateur, mais que c'est pas une cause Oui. de Alors, lésion. en dehors de cas bien particuliers, bien sûr, Ouais, ça c'est évidemment. clair que s'il y a Ouais. des conditions un peu extrêmes, ça c'est clair. Ouais. Mais pour Madame Lambda, non. Et qu'est-ce qu'on peut faire du coup en amont d'une grossesse pour le préparer, ce périnée, ou en tout cas peut-être pour même juste en prendre conscience? Qu'est-ce que tu recommandes, toi? Alors, déjà, moi, pour commencer, je pense qu'une notion hyper importante, c'est d'arrêter de voir la grossesse comme une maladie. Enfin, le corps, vraiment, il a été conçu spécifiquement pour ça, pour Il sait faire. développer un bébé et tout ça, le périnée, tout le monde sait faire, donc déjà dédramatiser de là-dessus. Faut savoir que ce qui s'est toujours passé entre nos jambes, on n'y connaît strictement rien du tout. Et en fait, on est tellement déconnecté que parfois, je demande à une de mes patientes de contracter un certain muscle du périnée et elle va venir à cligner des yeux. C'est la mettre depuis quand, en fait, on cligne des yeux pour serrer un périnée. Alors, il faut savoir aussi que j'ai pu le faire avant, hein. Donc, c'est pas une... Oui, c'est pas un jugement, mais non, clairement, on part c'est tous du même assez, endroit, mais enfin... comment est-ce qu'on peut prétendre assumer une grossesse et un accouchement correctement si on sait même pas faire caca correctement, en fait? Donc voilà, à partir de ce moment-là, juste se rappeler que notre périnée, il est à la cave depuis qu'on a l'âge de 3 ans. Donc pour moi, pour commencer, il faut réapprendre à conscientiser son périnée, déjà. C'est la base de la base. Ouais. Donc il faut savoir où il se trouve et comment il fonctionne.
Juste se rappeler que n'importe quelle zone dans le corps, si elle n'est pas utilisée pour ce pourquoi elle a été faite, elle devient dysfonctionnelle. Donc Ouais. déjà, commencer par là. Oui, donc déjà en prendre conscience. Ouais, Ça, au moins. se renseigner et prendre conscience de où ça se situe dans le corps, comment on peut le bouger, le mobiliser, ça c'est une première Oui, étape. c'est la base de la base. Donc, ce qui découle de ce point-là, c'est qu'il faut d'arrêter de malmener au quotidien notre périnée sans le savoir, en fait. Et donc là, ça va passer par réapprendre à faire caca et pipi, à mettre une petite marche aux toilettes, et se rappeler que ces toilettes en porcelaine, ils sont bien beaux, mais ils sont pas du tout faits pour les êtres humains. Nos trônes. Ouais, le trône, très, très joli, mais pas du tout fait pour nous. Ensuite, l'idée, à partir de ça, c'est de se rappeler que pour vidanger quoi que ce soit du petit bassin, ça passe toujours par avoir une porte ouverte, en fait. Et comme la porte, c'est le périnée, il faut que le périnée réapprenne à se détendre. Il faut qu'on arrête de serrer les fesses toute la journée, ça, on l'abordera un peu plus tard. Et surtout, ces histoires de faire 36 contractions dans la journée, c'est vraiment pas le bon plan. Donc, il y a bien plus de vertu à apprendre à se détendre d'en bas que de serrer notre périnée toute la journée. Ce qui est essentiel aussi pour la suite, pour la grossesse et tout ça, c'est même si le corps il sait faire énormément de choses et si la femme enceinte peut aussi faire beaucoup d'activités sportives tout en les adaptant, l'idée c'est d'apprendre à gérer les pressions en fait. Ça, on l'apprend en ce moment avec la corde à sauter. Ouais. L'idée, c'est que donc, notre ventre, c'est un ballon de baudruche et les pressions, dès qu'il commence à y en avoir trop, elles peuvent aller vers le bas. Donc, c'est là où il existe deux tips extrêmement simples pour éviter de mettre les pressions au niveau du périnée et qu'ils soient lésés. Alors, déjà, donc, se rappeler que le ventre, c'est un ballon de baudruche qui est soumis à des pressions. Le seul moyen que le périnée a de savoir qu'au-dessus, au niveau du ventre, il y a trop de pression quand on saute ou quand on tousse, par exemple, et qu'il faut qu'il se contracte, sinon on se fait dessus, c'est la contraction des abdominaux qu'il y a au-dessus. Ouais. Donc en fait, il y a un réflexe dans le corps qui dit, si tu contractes tes abdos, ça contracte le périnée. Donc en gros, c'est vraiment un réflexe à entretenir avant la grossesse, parce que souvent, ça a été du coup ton cas, ce réflexe-là, il est perdu momentanément après l'accouchement. Et donc, on peut le travailler en travaillant l'expiration forcée. Donc, tu inspires et quand tu expires longtemps, le muscle transverse, qui est le muscle des abdominaux le plus profond, il s'engage. Et donc, quand lui se contracte, le périnée aussi. Ok. Donc, comme je l'avais rappelé tout à l'heure, le périnée, il est fait à 70% de fascia. Donc, c'est pas la majorité du temps qu'on le contracte volontairement. Ça ne sert pas à grand-chose, en fait. Donc, juste le fait de se concentrer sur les abdos, ça va venir à contracter le périnée. Ouais. D'où l'importance, on en reparlera plus tard, de faire aussi la réduc des abdos et pas que du périnée. Quand on fait la corde à sauter, c'est ce qu'on fait, en fait. C'est on se grandit pour engager le transverse et avoir le réflexe, ça contracte le périnée, et d'envisager le ventre comme un ballon de baudruche, mais qui est strictement tout le temps percé, en fait. Donc, quand tu viens avoir un impact ou une toux, tu souffles, donc la pression sort, en fait. Donc, il y a aucune... il se passe rien pour ton périnée, en fait. Ouais. Il y a... donc, du fait que le périnée fait partie des 5 pistons, quand on respire, ils bossent les 5 ensemble, en fait. Quand on inspire, le diaphragme descend, il pousse les viscères vers l'avant, donc c'est pour ça que le ventre gonfle, et le périnée descend aussi. Et donc, quand on vient à inspirer, les deux descendent, et quand on souffle, les deux remontent. Ouais. Et souvent, on a peur de se dire, mais en fait, si je me détends trop, mes organes vont finir entre les jambes. Mais juste pas du tout. Plus tu souffles, plus ton périnée remonte, en fait. Et donc ça, c'est une double sécurité. C'est d'expirer, et du coup, de souffler pour engager le transverse, et donc le périnée. Ouais, donc le tips numéro 1, c'est d'engager les abdos et notamment le transverse. Oui, mais pas volontairement, tu te rappelles ? En respirant. En fait, se grandir. Se grandir, c'est suffisant pour engager le transverse et donc le périnée. Donc, tips numéro 1, se grandir, se tenir bien droite pour que ça engage les abdos et le périnée. Et tips numéro 2, souffler pour pas que ça fasse vraiment comme un ballon. Un ballon en hyperpression. Fermé. Ok. Ouais. D'ailleurs, on parle souvent du fait de devoir muscler son périnée. Et j'ai appris de toi qu'en fait, les problèmes, ils viennent souvent sur un périnée qui est trop musclé et qu'il vaudrait peut-être mieux le détendre. Est-ce que tu peux expliquer ça ? Ça, c'est une autre fausse croyance énorme que j'avais avant de me former en Belgique et qui a juste explosé en plein vol. 95% de mes patientes qui viennent me consulter pour des problèmes de fuite ou autres, sont souvent des personnes qui ont le périnée qui est hypertonique, il est juste en béton armé, quoi. Donc comment ça se fait que des femmes qui peuvent avoir, que ça soit 45 ou 20 ans et qui ont même parfois jamais eu d'enfant, elles peuvent avoir des fuites urinaires, quoi. Tout ça s'explique par le fait, justement... alors, on va venir à une antilope, en fait.
On a juste oublié un petit détail, c'est qu'on reste un animal et comme n'importe quelle antilope, quand elle se sent en sécurité, elle est en train de brouter et donc là, son système digestif, il est en train de digérer, son système immunitaire, il est au taquet, il répare ce qu'il y a à réparer et elle peut aussi envisager de faire des bébés si elle a envie. Le quart de seconde où il y a un lion qui déboule, elle serre son anus, elle court. Et donc c'est là où je disais tout à l'heure que notre anus, c'est notre baromètre interne. Donc en fait, à partir du moment où son anus est serré et qu'elle court, toute l'énergie est véhiculée dans les bras et dans les jambes pour qu'elle se mette en sécurité. Donc c'est pause pour le système digestif, c'est pas la priorité. Le système immunitaire aussi, ça prend beaucoup trop d'énergie. Et faire des bébés, c'est un autre concept, quoi. Mais après qu'elle ait été coursée, elle se secoue et ensuite elle se met à rebrouter, quoi. Donc là, le système est relancé, mais nous, on broute quand, en fait? Donc, c'est exactement la même chose qui se passe pour nous. Le problème, c'est que notre cerveau fait aucune différence entre j'ai loupé mon tram, j'ai pas envoyé mes mails ou je suis vraiment en danger de mort. Donc, en fait, de la même façon, quand on est stressé, on serre notre anus. Ça vient mettre en tension un tissu qui part du coccyx, là où s'accroche l'anus, jusqu'à la base de la tête et ça envoie un signal au cerveau, je suis en danger de mort, en fait. Mhm. Donc, avec le stress qu'on a ambiant, on a juste notre anus serré toute la journée. Et quand notre anus est serré, comme il fait partie des muscles du périnée, il vient à engager avec lui tous les autres muscles du périnée. Et donc, si je viens à avoir besoin de contracter davantage mon périnée parce que je suis en train de tousser, je suis en train de sauter, de porter quelque chose, peu importe, il ne peut pas assumer plus, il est déjà à son max. Ah ouais, et donc, c'est là où il y a fuite, en fait. Okay. Donc voilà, la plupart du temps, les femmes qui viennent me consulter pour des fuites urinaires, c'est une problématique de périnée qui est hypertonique. Il faut leur réapprendre à se détendre pour se recontracter s'il y a besoin. Il faut qu'il soit mobile, en fait. Il ne faut pas qu'il soit figé. En fait, un périnée compétent, il faut qu'il soit endurant, ça c'est clair. Donc là, on est des championnes là-dessus, à avoir les fesses serrées toute la journée. Mais il faut qu'il soit aussi réactif. Justement, dans ces cas de figure où en fait, il y a une hyperpression et il faut qu'il se contracte, sinon on se fait dessus. Ouais. Mais pour ça suppose que le périnée, il est censé reprendre sa position de base pour se recontracter. Je comprends. Donc voilà. Et d'ailleurs, c'est un sujet assez intéressant. Tu fais parfois le lien entre l'anus et la fertilité. C'est, j'imagine, pour ce que tu viens d'expliquer, qu'en fait, plus l'anus est tendu, plus les fonctions du corps sont déréglées et en mode survie. Et que donc, on sait bien qu'un corps en mode survie ne va pas forcément mettre d'énergie sur les fonctions non vitales que sont la reproduction. C'est un peu ça, le lien. C'est quelque chose dont je parle assez souvent aussi, que si on est en mode survie, c'est pas la sécurité pour le corps de se reproduire. Et donc, l'anus serré, c'est cet indicateur de mode survie. C'est ça que tu expliques. Anus serré, mode survie, exact. C'est fou. Donc, on a compris un peu ce qu'il faut faire avant une grossesse, c'est-à-dire déjà prendre conscience de ce périnée et éviter de le malmener au quotidien, donc en se tenant droite, en soufflant, en ayant un petit repose-pied aux toilettes notamment, etc. Pendant la grossesse, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour prévenir des problématiques? Alors, du coup, pendant la grossesse, l'idée, c'est d'anticiper ce qui va se passer après l'accouchement et vraiment partir du postulat de plus on va travailler avant, moins on aura à faire après. C'est exactement à l'image de la rééducation d'un ligament croisé, par exemple. Plus on fait avant, moins on aura à faire après. Comme ça peut être ton cas, ce qui pose problème souvent après l'accouchement, c'est pas forcément le périnée, c'est la reprogrammation du coup entre les abdos et le périnée, ce qu'on vient de voir là. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a trop de pression au niveau du ventre, le seul moyen que le périnée a de savoir qu'il faut qu'il se contracte, c'est la contraction des abdominaux. Donc du coup, d'entretenir ce lien et cette communication comme si c'était un couple, donc avec une communication saine et constructive entre les abdos et les périnées, il faut maintenir ce lien entre, OK, quand les abdos se contractent, le périnée aussi. Ouais. Donc ça peut se faire en travaillant, donc on l'a vu tout à l'heure, l'expiration, notamment l'expiration forcée. Et ensuite, la deuxième chose qui pose souci après l'accouchement, c'est donc ce qu'on vient de voir aussi, c'est le problème de réactivité du périnée. Donc où on disait qu'en fait, côté endurance, on est les championnes du monde. Par contre, côté réactivité, on n'y arrive pas. Et c'est pour ça, d'autant plus qu'aujourd'hui, même si ça risque de faire hérisser les poils chez plus d'une, on ne peut plus faire ni de trampoline, ni de corde à sauter en toute sécurité aujourd'hui, quoi. Ouais, mais ça, c'est des choses qu'on peut faire pendant la grossesse, du coup, de l'expiration dont tu parlais, etc. Ah, de souffler, oui, bien sûr. Oui. Donc ça, pendant la grossesse, tu recommandes de faire ces petits exercices pour garder vraiment le lien abdos et périnée. En fait, ce qui n'est pas recommandé pendant la grossesse, c'est surtout les apnées, en fait. D'accord. Donc les respirations, tu peux le faire. D'autant plus que ça entretient l'élasticité des tissus, en fait. Donc c'est complètement OK. Donc ce serait vraiment pendant la grossesse, avec ces exercices de respiration, continuer à garder ce lien. Abdos-périnée, c'est vraiment ça ta reco principale, quoi. Oui. Et du coup, avec ce que tu expliques, je comprends bien que
on peut difficilement contracter le périnée sans contracter les abdos, ou en tout cas de manière isolée. Donc pourquoi la rééducation du périnée, elle se fait toujours en parlant du périnée avec ces images de porte de l'ascenseur ou de balançoire ou de choses comme ça, sachant que c'est quand même très compliqué de contracter cette zone si on ne nous fait pas bosser les abdos en même temps. Alors, il y a deux problématiques. Déjà, la première, c'est que la seule chose qu'on pourrait reprocher au périnée, c'est que c'est un muscle qu'on ne voit pas et qu'on ne sent pas. Ouais. Donc, en fait, le seul moyen qu'on a, nous, de vous aider et à recréer du lien entre le cerveau qui est en haut et le périnée qui est en bas, c'est des images. Donc, parfois, c'est plus ou moins farfelu. Et en fait, on n'a que ça. Non, mais c'est que c'est drôle, en fait, parce qu'on partage toutes un peu les images qu'on a eues. T'en as une, c'est les portes d'ascenseur, l'autre, c'est la balançoire. C'est pas du tout les mêmes. Donc, du coup, on a un panel assez élaboré sur le sujet. Là où la rééducation classique a évolué chez nous, c'est qu'en fait, initialement, donc, on préconisait aux femmes de faire d'abord la rééducation du périnée avant la rééducation des abdos. Ouais. Bon, ce qui était déjà pas mal, parce qu'avant ça encore, les abdos, c'est comme si ça n'existait pas. Okay. Donc là, on est plutôt sur du pas mal. On sait qu'aujourd'hui, on ne peut pas travailler le périnée sans les abdos. Okay. Donc c'est là où on a avancé, quoi. Et donc, ce serait pas plus intéressant de faire les deux en même temps, plutôt que de bosser d'abord le périnée et les abdos en second temps? Pour moi, oui. Ouais, c'est un peu ça le sujet, quoi. Maintenant, dans ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire de reprendre conscience du périnée, forcément, à un moment, tu es obligé tu te focalises sur cette zone qui est déjà, loin, très très loin, effacée de la carte mère. Il faut vraiment se dire que c'est comme si on avait on avait mis des gants à un pianiste pendant 5 ans, et à l'issue des 5 ans, tu lui enlèves les gants et tu lui demandes de jouer un morceau, quoi. Donc parfois, c'est hyper compliqué, et c'est pour ça que certaines femmes finissent par cligner les yeux pour contracter le périnée. C'est qu'il y a un moment, la connexion entre ici et en bas, c'est hyper compliqué, quoi. Ouais, c'est ça le sujet. Donc voilà, ça prend un peu de temps, il faut juste de la discipline et un peu de patience, mais ça se fait, quoi. Ouais. Donc pour récapituler, avant la grossesse, principalement, on prend conscience du périnée et on essaye dans le quotidien de mettre en place des habitudes qui ne lui sont pas délétères. Oui. Je pense notamment à un petit marchepied pour aller aux toilettes ou ce genre de choses. Et ne pas pousser. Et ne pas pousser, évidemment. Et pendant la grossesse, pour le coup, c'est ces exercices de respiration qui mobilisent les abdos, notamment le transverse, pour garder le lien. Oui. Et du coup aussi pour faciliter l'histoire de l'accouchement et tout ça, de mobiliser à fond les hanches, l'articulation des hanches, avec les rotations. Du mouvement, quoi. Il faut rester mobile. En fait, c'est ça l'idée. Clairement. Et l'une des postures qui, pour moi, est l'une des plus puissantes, c'est le full squat. J'appelle souvent la pose caca. Et franchement, ça, pour calmer le système nerveux. Donc, du coup, remettre le mode du corps en réparation, ça, c'est top. Et en plus, ça permet vraiment d'assouplir le périnée et de travailler son élasticité pour le préparer, du coup, à l'accouchement. Je crois que c'est une posture qu'on appelle la guirlande en yoga. Et ouais, vraiment, tu as quasiment les fesses au sol, quoi. Oui, les jambes, elle s'appelle comme ça. Et c'est une des postures qu'on voit souvent, d'ailleurs, dans les petits étirements de grossesse ou les étirements de prépa à l'accouchement ou ce genre de choses. Donc, c'est hyper logique, en fait, avec ce que tu dis, quoi. Tu publiais sur ton compte Instagram il y a quelque temps une stat qui m'a semblé assez choquante, qui fait froid dans le dos. Une femme sur 2 subira une descente d'organes dans sa vie. Évidemment, c'est l'angoisse absolue pour de nombreuses femmes en entendant ça. C'est pas le but de vous faire paniquer, mais du coup, qu'est-ce que tu recommandes pour prendre soin de ce périnée au fil des années? Donc évidemment, tout ce qu'on a déjà dit, d'en avoir conscience, d'éviter de le malmener par des petites habitudes. Est-ce qu'il y a d'autres choses après que tu recommandes de faire, peut-être même quand on avance un peu en âge, pour éviter, comment on peut prévenir cette stat effrayante de une femme sur 2 qui aura des descentes d'organes? C'est vrai que moi, j'ai été super en colère, en fait, à l'issue de mes 2 années de formation, d'apprendre ça. Mais d'autant plus d'apprendre que, en fait, s'il y a ce genre de problématiques qui sont juste énormes, on parle quand même de fuite urinaire et descente d'organes, c'est juste huge. De se dire que la majorité sont uniquement liées au fait qu'on n'y connaisse rien. Donc, l'idée, c'était vraiment pas de faire peur avec ce post, mais juste de démontrer qu'il s'agit de mettre en place des gestes simples pour faire contrebalancer, en fait, la stat. Et là, ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, on tape énormément sur des sports comme, par exemple, la corde à sauter ou le trampoline. Tout le monde aura compris qu'on est en plein défi de corde à sauter au moment où on enregistre. On fait de la corde à sauter tous les jours. Et je vous recommande vivement, d'ailleurs, d'aller regarder ce que Clara propose pour vous lancer dans la corde à sauter. Il n'y a rien de tel. Honnêtement, pour une jeune maman qui n'a pas beaucoup de temps, ces petites séances de corde à sauter dans la journée, c'est trop chouette. Et donc oui, la corde à sauter, c'est un peu diabolisé. Et plein de gens ont dû te dire d'ailleurs, mais je peux pas participer, mon périnée, blablabla. Mais presque toutes, en fait. Que ça ouais. soit Moi, la première. Hein.
Oui, oui. Les impacts, c'est pas bon pour le périnée ou les impacts, c'est pas bon pour le dos, les articulations, mais en fait, c'est bon pour rien du tout. Alors Mm, que si, en fait, ça stimule les fascias et tout ça, Oui, non? en C'est fait, ça on a l'histoire. démontré justement que le fait de stimuler l'élasticité des tissus, c'est le meilleur rempart contre la descente de quoi que ce soit, en fait. Eh ouais. La pire des choses qui soit déjà pour le corps, mais surtout pour le périnée, c'est la sédentarité et le stress, en fait. Mm. Moi, je suis prête à parier de faire passer n'importe quel écho ou IRM, ce qu'on veut, aux nanas qui sautent à la corde à sauter, mais pour moi, elles n'ont pas de descente d'organes, en fait. À partir du moment où on sait que le corps, il peut strictement tout faire tant qu'on l'y amène avec progression, et c'est pour ça que j'ai mis en place ce défi, justement pour démontrer que, en fait, tout peut se faire. C'est clair, par il y a des étapes. consignes de sécurité à mettre en place, ça c'est archi clair, qu'on a vu tout à l'heure notamment, Ouais. avec cette histoire de pression et de se grandir. Mais en fait, on peut strictement tout faire tant qu'on a les règles de base et qu'on y va avec progression, en fait. Euh, donc voilà, les nanas qui sont dans le défi, il s'est rien passé pour elles parce qu'elles ont les tips pour avancer Ouais. en toute sécurité, en fait. Ouais, et donc en fait, si on doit retenir peut-être un truc pour prendre soin de son périnée tout au long de sa vie, c'est de rester en Bouger. mouvement. Oui, bouger. Il n'y a Clairement. rien de tel. Non, oui, pour le coup, c'est pas une grande surprise. Enfin, tu vois, on n'est pas en train de dévoiler un truc de ouf. Non. Juste bouger. C'est simple, hein. C'est simple, mais Ouais. c'est le mal de notre société, Mhm. la sédentarité et le stress. Mhm. Pour finir l'épisode, je voudrais te poser des petites questions portraits. Est-ce que tu peux me dire quel est ton mantra, s'il te plaît? Alors, mon mantra, c'est profite de chaque jour comme si demain n'existait pas. Trop bien. Quel est ton havre de paix? Alors, mon havre de paix, c'est la maison de mon arrière-grand-père qui se trouve en Slovénie, en fin fond de la montagne, Ouais. et où il y a à peine de l'eau et de l'électricité. Où tu étais il y a quelques temps, il me Oui. semble. Oui. Trop chouette, ça ressource, j'imagine. Ah là là. Quelle serait ta zone d'ombre? J'ai longtemps réfléchi à cette question. Je savais pas trop comment Heureusement que je dire. les annonce à l'avance, les questions, parce que c'est Je pas me suis évident dit, d'y qu'est-ce répondre. elle entend quoi par là? Et en fait, j'ai décidé de répondre ça, mais en fait, je me demande assez souvent ce que je fous là, parce que je me dis, mais cette espèce, elle paraît complètement barrée, elle est complètement à côté de la plaque. Enfin bon, tu vois, c'est ce qui m'est venu spontanément, mais je C'est saurais de te pas questionner dire. sur ta zone d'ombre, c'est de te questionner en permanence sur notre espèce et notre humanité, quoi, Ouais. en fait. Je me dis, mais je comprends pas, c'est évident, c'est gros, c'est écrit sur le front, pourquoi tu le vois pas? Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Ouais. Mais d'autant plus par rapport à ce qui se passe au niveau du périnée, en fait. Ou des fascias, ou en fait de venir à prendre conscience aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'il existe un organe de 20 kilos. Ouais, t'aurais envie de C'est dingo. hurler pour que tout le Ouais. monde finisse par comprendre tout ça, quoi. Mhm, Je comprends. Cette espèce de sensation d'incompréhension un peu, quoi. mhm. Si tu devais dire un mot là à toutes les femmes qui nous écoutent, qui nous regardent, qu'est-ce que ce serait? En gros, c'était faites-vous confiance, vous avez tout en vous, en fait. Le savoir est en vous. Ouais, vraiment, Mm. t'as raison. Merci Clara. Merci. À toutes nos auditrices, si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose de retrouver une séance de reconnexion à son périnée guidée par Clara dans le programme Healthy Mama. C'est le programme qui vous accompagne de manière naturelle et holistique tout au long de votre grossesse et de votre postpartum. Le lien se trouve en description de cet épisode.